Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Renards du Soccer. Comme vous voyez aujourd'hui, Mathieu et moi, on reçoit un invité de marque, une des deux voix de l'Impact de Montréal à la radio, Arcadio Marcusi. Salut Arcadio, ça va bien aujourd'hui? Salut les gars, ça va très bien, merci. Bonsoir, Merci de l'invitation. Arcadio. Ça fait plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très fiers de te recevoir aujourd'hui. Très honoré aussi. Exactement, Moi, on c'est est vrai. aujourd'hui, Tout comme l'honneur vous est pour moi. voyez, bien évidemment, au Tonton Flingueur, les Tontons Flingueurs sur Côte-des-Neiges. On est très content d'être là encore une fois. Merci à Mathéo et à Étienne de nous recevoir. On est très bien servis comme des rois, très contents. Et merci encore à City Vision qui est toujours là à nous filmer avec notre cher David Dixot juste en face de nous. Donc c'est ça, aujourd'hui on a eu le plaisir d'avoir Arcadio aujourd'hui et on va parler bien évidemment un peu de tout. On va commencer par le plus personnel pour aller un peu plus vers le foot, l'impact bien évidemment, puis après finir comme d'habitude avec un petit quiz pour un peu, Aïe, aïe, aïe. un peu penser à... Vous allez vous amuser. On va tous s'amuser, on va tous s'amuser. Je pense que tu vas t'amuser aussi. On va pas mal. Je déconne. Bon, bref, donc on commence en premier. Comme d'habitude, j'aime parler. C'est sûr, tout le monde connaît Arcadio Marcusi. Je ne vous l'apprends pas, mais j'aime parler un peu plus personnellement d'Arcadio Marcusi. En premier, Arcadio, parle-nous un peu de ton parcours. Je sais que tu es venu ici étant très jeune à Montréal. Ouais. Tu viens d'Argentine. Tu es arrivé jeune. Comment ça s'est passé, ton intégration à Montréal? Je sais que tu parlais pas la langue. Donc, parle-nous un peu de ça parce que moi, j'ai lu un peu sur toi et puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et j'aimerais bien que nos auditeurs soient au courant de tout ça. Ben, une histoire d'immigration, comme il y en a des dizaines, des centaines de milliers dans ce beau pays. Je suis arrivé ici avec ma mère à l'âge de 10 ans. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai 1 an et demi à peu près. Donc, quand ma mère décide de venir ici, immigrer au Canada, ben, mon père, lui, est resté en Argentine. Fait que je suis venu avec elle. Et une adaptation quand même assez bien, assez tranquille. J'ai été chanceux de aménager dans un quartier, arriver dans un quartier qui était très francophone à Outremont, aller à l'école en français, tout ça. J'ai eu une année, en fait, j'ai fait l'équivalent de ma 4e année dans une école d'accueil pour apprendre le français à Ville-Saint-Laurent. Et puis, à l'école Aquarelle à Ville-Saint-Laurent. Ah, ok. Non, mais Et, j'habite à Ville-Saint-Laurent, alors voilà. Et ouais, voilà, ça a été un peu mon immersion. Puis une fois que j'ai appris le français, ben quand même bien. Ça n'a pas été long quand on est petit, on est jeune, on apprend très vite. Là. Et j'ai pu faire sauter à l'école, dans le fond, régulière pour faire à partir de la 5e année. Alors vraiment une adaptation quand même assez facile, je dirais. C'est sûr qu'il y a toujours des challenges. Tu sais, à cet âge-là aussi, je m'ennuyais beaucoup de mon père, de ma famille qui était restée en Argentine pour la plupart, mes cousins, mes amis, ainsi de suite. Mais bon, une belle adaptation à un pays qui était quand même différent de ce que je connaissais en Argentine, mais qui avait certaines similitudes aussi qui rendaient les choses plus faciles. Mais est-ce que tu as songé, il n'y a pas eu de moment où tu t'es dit, je vais retourner peut-être, parce que tu as Ouais. parlé de ton père, je vais retourner en Argentine, oui, à un moment oui. donné, ou si à un moment donné, C'est tu as sûr. su que c'était clair que tu resterais ici définitivement? Et ça m'arrive encore aujourd'hui. À chaque fois que je vais en Argentine, parce que j'y retourne à tous les ans, mais à chaque fois que j'y vais, je me dis ça serait peut-être bien de rester ici. J'adore Buenos Aires, j'adore cette ville-là. Je suis amoureux de cette ville-là, je suis amoureux de cette énergie. Cette énergie, évidemment, bon, quand on travaille dans le foot, ben, là-bas, il y a des opportunités quand même. Et c'est des choses on a toujours un peu derrière la tête, mais bon, c'est peut-être des projets pour le futur. Mais oui, j'y ai songé retourner. D'ailleurs, entre 15 et 17 ans, je suis retourné vivre en Argentine avec mon père. J'ai fait 2 ans là-bas, à l'école secondaire, tout ça. Avant de revenir au Québec, ma mère m'a un peu ramené de force parce que j'étais devenu un petit peu un gamin des rues là, en Argentine. Ça allait pas bien à l'école. L'adolescence, On faisait beaucoup l'adolescence. l'adolescence. On faisait beaucoup l'école buissonnière. On allait faire des barbecues sur la bord de la rivière. Une petite vie très, très bucolique, un peu à la Tom Sawyer. C'était dans un petit village en Argentine. C'était magnifique, mais bon, c'est vrai que ma mère, elle a bien fait de peut-être me rapatrier, mais me remettre sur le droit chemin au niveau des études. Là. Donc, ben, c'est ça. Sinon, j'y retourne tout le temps. Je suis toujours, évidemment, en contact avec mon père, avec ma famille là-bas. J'ai une demi-sœur aussi, plus jeune, Antonia, qui habite là-bas. Fait que, mes cousins, mes amis, quand je suis retourné vivre là-bas entre 15 et 17 ans, j'ai un peu renoué aussi Ben oui, avec, c'est sûr, ça avec aide tous mes beaucoup, potes là. du primaire. Fait que ces relations-là, ben, sont encore, disons, elles existent encore aujourd'hui. Donc, ouais, c'est ça. J'ai comme une vie là-bas aussi. C'est assez particulier. Demain matin, si je décide de déménager en Argentine,
disons... Comme tu un sais, néophyte, tu arrives non, directement comme si Voilà. c'était chez toi. En fait, c'est la deuxième maison. Quoi. Exactement. Effectivement, je connais ça. Moi aussi, je suis d'origine Voilà. libanaise, même chose. Toute ma famille est là-bas. Exact. Je suis là, moi, avec ma femme, puis je comprends très, très bien ce que tu veux dire. Donc, il y a toujours c'est ça, cette dualité-là, mais écoute, c'est une belle force, c'est une belle. Je pense que c'est un avantage. Le côté négatif, peut-être, c'est qu'on est toujours en train de s'ennuyer de quelque part. Là. Tu sais, quand je suis ici, je m'ennuie de là-bas. Quand je suis là-bas, je m'ennuie d'ici. Mais ça, c'est un petit peu cette mélancolie de l'immigrant, mais sinon, pour le reste, c'est que du positif. Ben, exactement, j'espère bien, mais j'aimerais parler un peu plus maintenant de après coup. Je sais que tu as eu une carrière en premier, puis finalement, du jour au lendemain, tu as, je pense, quitté le tout, puis tu as commencé ton blog Le Footeur. En fait, Ouais. je ne sais pas si j'explique bien cette Ça cette ressemblait partie-là à ça. de ta vie, mais qu'est-ce qui t'a poussé à ça, Et Ouais. qui t'a poussé à ça? Parce que d'habitude, il y a toujours une personne derrière. Ouais. Et puis trois, Ou la raconte force tout. d'inspiration. Parle-nous de tout ça, là. peut-être, oui. Ouais, c'était c'est un mélange de certaines choses. Moi, j'ai étudié en marketing. J'ai travaillé dans le milieu de la mode pendant plusieurs années. J'ai été DJ aussi. Et bon, à un moment donné, quand je suis arrivé à la fin vingtaine, quand j'allais franchir le gap de la trentaine, j'ai eu comme une espèce je dirais pas une crise existentielle, mais une certaine remise en question, surtout au niveau professionnel, qu'est-ce que je veux faire, et ainsi de suite. Et le journalisme, ça a toujours été une carrière qui m'avait intéressé avant de suivre une voie en marketing. Et puis le foot aussi, je trouvais que le timing commençait à être bon. Je trouvais que il manquait d'une part une certaine couverture, une certaine qualité dans la couverture du soccer. Ouais. Mais d'autre part, je trouvais que ça commençait à... l'intérêt était là et tout ça. Je voyais qu'il y avait une brèche et ça, c'est en 2011. Je décide de partir le blog, Le Footeur, en fait. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avant d'avoir cette idée du blog, je m'étais inscrit à une école qui s'appelle ProMédia. C'est une école de télé, radio, animation, télé-radio. Un cours très technique, très condensé pour un petit peu me faire un peu de métier là-dedans, me faire des contacts et tout ça. Et le directeur des programmes, Stéphane Leduc, m'avait dit, lorsque j'ai passé un peu l'audition pour rentrer à l'école, ça c'était en janvier 2011, il m'a dit, ben écoute, la session commençait en septembre. Il dit, d'ici septembre, parce que j'y avais parlé de mon idée de faire un blog, tout ça, il me dit, lance ton blog, fais-le, écris au moins un article par jour, tu sais, écris un petit peu. Puis en septembre, ben, tu vas déjà avoir avancé, tu vas déjà avoir pris un petit peu d'expérience. Donc le soir même, tu sais, quand tu es motivé, tu y vas. Le soir même, je suis rentré chez moi, j'ai trouvé le nom Le Footeur, j'ai enregistré lefooteur.com, j'ai écrit mon premier blog post sur WordPress. Puis c'est comme ça que c'est parti. J'ai utilisé les réseaux sociaux un petit peu pour le faire connaître. Et en septembre, quelques mois plus tard, quand je suis arrivé à ma session de l'école, ben, le blog avait déjà quand même Fleuri, grandi, grandi, beaucoup en très peu de temps. On voyait qu'il y avait vraiment un manque à combler. Les gens ils ont très bien répondu. J'avais déjà couvert un petit peu mon premier événement qui était le match des étoiles de la MLS à New York, au Red Bull Arena, les vedettes de la MLS contre Manchester United. Manchester United, La première question que j'ai pu poser de ma vie dans une conférence de presse, c'est nul autre que David Beckham. Oh, shit. Donc, T'as visé haut direct. ben hein? écoute, c'est l'opportunité, hein? C'est au bon endroit, au bon moment. nice. J'ai été très, très fortuné de ce côté-là. Et bon, de fil en aiguille, j'ai réussi à m'accréditer avec l'Impact au milieu de l'été, dans le fond. C'était leur dernière saison à NASL. Avant de faire le saut en MLS, j'ai pu vivre la transition de l'interne. Et voilà, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de cette passion-là, oui. mais aussi beaucoup de timing. J'ai été très fortuné de ce côté-là. Et bon, après 8 ans, il y a un beau chemin de parcouru, là. Ben oui, effectivement, et on le voit. Et on le voit, ça se voit. C'est très inspirant, en fait, ce que tu racontes. Je passais par à peu près la même chose, mais bon, c'est pas ça le but. Mais bon, en tout cas, on est vraiment... moi, je suis impressionné en fait, quand j'ai lu l'article sur toi en premier, je me rappelle plus c'était sur quel média, je suis vraiment désolé de ne pas donner le nom. D'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, ouais, effectivement. très beau blog Effectivement. d'ailleurs que je recommande Super aux gens bon. d'aller voir. Ouais. Effectivement, et puis j'ai lu l'entrevue, puis moi, ça m'a inspiré parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec ton parcours. avec mon parcours à moi. Et puis, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Le monde ne l'a pas assez vu. Là. Ton cheminement est quand même extraordinaire. Puis, c'est ça. Bref, donc, tu as parlé un peu de David Beckham, c'est sûr. Parle-nous un peu de cette intimidation à voir ce genre de joueur-là devant toi, puis tu es obligé de lui poser une question.
Ben, je n'étais pas obligé de lui poser une question, mais j'ai pris, non, mais je me sentais obligé par Ouais, contre. c'est J'ai ça, pris mon genre. courage à deux mains pour lever ma main, puis quand Un on peu m'a comme dit... une opportunité qui se Ben, présente. voilà, Est-ce que tu as levé ta main comme ça? Ouais, j'étais comme... Mais j'étais gêné, tu sais. Ouais, ben oui, Est-ce que je lève? Est-ce que j'ai le droit? Je savais même pas, tu sais. Ouais. C'était mon premier événement que je couvrais en tant que blogueur. C'était vraiment... J'y allais à tâtons. Et là, on me laisse poser ma question. Et ouais, j'étais super intimidé. Tu sais. D'ailleurs, il y a Yvan La Victoire qui était là. Lui, à l'époque, il y avait un autre blog. C'était un des premiers blogs qui a existé au foot au Québec qui s'appelait Le 12e joueur. Et lui, il a filmé la question. D'ailleurs, c'est sur YouTube. Là. Et tu peux entendre ma voix, très mollo dans ma voix. J'étais très impressionné. mais il était génial, Beckham, honnêtement, parce que bon, c'était un grand ambassadeur pour la MLS. Puis bon, ma question portait sur l'Impact de Montréal qui arrivait en MLS l'année suivante. Je lui avais demandé, bon, si une équipe d'expansion, elle avait vraiment besoin d'aller chercher justement un gros nom, David Beckham, un Thierry Henry qui était là à l'époque. Puis là, tu sais, il m'a dit non, c'est pas nécessaire, mais tu sais, c'est sûr que ça aide. Puis là, après ça, il était parti sur à lancer des fleurs pour Montréal, tu sais, parce que Montréal, c'est tellement une belle ville, ça va être une belle addition pour la MLS. Il a mis son chapeau d'ambassadeur, puis bon, il nous a sorti une belle déclaration d'amour. Fait que moi, ce qui arrive, c'est qu'après, vu qu'Yvan l'avait filmé, je prends la vidéo, tu sais, le lien YouTube, puis je l'envoie à un de mes potes qui, à l'époque, travaillait pour QMI, l'agence QMI. De Québécois. Puis j'ai dit, ben regarde, là, j'ai Beckham qui parle de Montréal, si tu veux faire quelque chose avec ça. Puis là, le match, si je me souviens bien, le match des Étoiles, c'était un mercredi. Le samedi suivant, Journal de Montréal, plein de pages dans le cahier des sports. En gros, là, David Beckham adore Montréal. Tu sais. Puis là, un article là-dessus sur un peu ce qu'il avait dit. Puis c'est là la première fois que le footer, mon blog, a été cité dans un média traditionnel. Puis c'est à partir de ce moment-là que bon, j'ai pu justement m'accréditer avec l'Impact, ainsi de suite. Puis ça a été ça, tu sais, cet événement-là qui m'a lancé. Mais encore une fois, tu sais, j'étais pas encore accrédité avec le club, mais j'avais bon, décidé d'appliquer peut-être pour cette accréditation au match des Étoiles. La MLS me l'avait octroyé. Je me suis payé le voyage à New York. Puis, fait que voilà, tu sais, faut pousser, forcer, ouais, faut pousser, Faut ouais, pousser, je puis comprends. faut essayer. Puis ouais, plus souvent qu'autrement, ça marche. Ça a ouvert des opportunités. Je veux juste ouvrir une parenthèse avant qu'on revienne à ton parcours médiatique. Parce que j'étais curieux de savoir, est-ce que tu as rêvé une fois dans ta vie, quand tu étais jeune, de devenir un joueur de foot ou un joueur de soccer? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Il faut savoir, bon, je sais que tu es au Québec. Ouais. C'est quand même un des sports les plus pratiqués par les jeunes depuis Ouais. plus de 20 ans. C'est sûr. Est-ce que tu as pensé à être joueur? Est-ce que tu as essayé? Ou un autre sport? Je ne sais pas. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment donné d'être, je sais pas, un athlète, vu que cette passion-là, elle existe quand même, Ouais. je dirais même dans le cœur du gauchois argentin. Ben quoi. oui, ben oui. Ben en Argentine, tous mes potes, étant petits, ils voulaient être joueurs professionnels. Moi, c'est drôle parce que ça n'a pas été le cas pour moi. OK. Moi, j'ai toujours été obsédé par Guillermo Coppola, qui était l'agent de Diego Maradona à cette époque-là, quand moi j'étais petit. Puis j'ai toujours trouvé, parce que j'avais comme l'impression que jamais j'allais être un joueur de foot. Pour moi, ces gars-là, c'était des dieux. C'est des Mais- icônes. mais je là. trouvais- Tu disais, ah ouais, j'arriverais pas à ça. Mais je trouvais que Coppola, c'était comme lui, c'était comme l'humain qui pouvait se rapprocher le plus de justement de ces dieux-là. Puis je trouvais comme, ah wow, ça c'est cool, tu sais. Ouais. Puis il m'a toujours fasciné. C'est un personnage aussi très excentrique, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Comme là. beaucoup d'agents aussi. Comme Tu sais, Mino Raiola. Ben ouais, mais Dans le même tu sais, style, là. ben, lui, il a pas Ah, toujours... comme beaucoup d'agents. Il n'y a pas toujours eu une bonne influence non plus dans la vie de Maradona, malheureusement, avec bon, certains excès qu'on connaît, qui étaient très propres aux années 80, là, il faut dire. Et oui. Oui, et 90. trop maintenant, là. J'ai encore en mémoire Mais- la Coupe du Monde des États-Unis. hein, Ben, maintenant, d'ailleurs. les joueurs sont plus rangés, hein, sont plus professionnels. Tu sais. Effectivement. Ouais, Surtout les grandes vedettes. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, ça m'a toujours fasciné les coulisses du soccer. Plus que le jeu le lui-même. sportif lui-même. Ben, le jeu, il me fascine. Il me fascine encore toujours, mais c'est vraiment cette proximité-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que devenir, moi, journaliste sportif puis journaliste soccer, dans le fond, c'est une fin pour être près du sport, le plus près possible, le plus près des acteurs. Puis je me considère tellement, tellement fortuné. Puis de pouvoir justement parler à des joueurs, parler à des coachs, parler à des gens des superbes têtes de soccer, tu sais, pouvoir, disons, un petit peu absorber ces connaissances-là, c'est vraiment un privilège incroyable. Donc voilà,
c'est un peu ça, cette passion-là qui te mène à toujours vouloir être le plus près possible de ce sport. Exactement, et je pense que tous les journalistes sportifs, je pense c'est ça qu'ils aiment en fait, ou sinon ils sont dans la mauvaise On a job. tous connu cette fibre-là. Moi aussi, j'ai un parcours un peu similaire, un peu comme Ali, qui date depuis un certain temps. Puis d'avoir, mettons, la première entrevue, bon, c'était pas David Beckham, mais quand même, Marco Di Vaio, des gens comme ça reste. Alessandro Nesta, tu les crois, à un moment donné, tu te dis, waouh, c'est quelque chose. Puis même des joueurs avant ça, j'avais commencé avant, mais il y avait quand même des noms, tu te dis, ça vaut la peine. C'est sûr, mais peu importe, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui atteignent des statuts plus légendaires que d'autres. Beckham aussi, c'est bon, c'est devenu une figure aussi, une icône populaire. Là. D'ailleurs, en 2011, c'était probablement l'être humain le plus connu du monde, là, Beckham. C'est une marque. Mais c'est ça, mais tout ça pour dire qu'un gars comme un Di Vaio, un Nesta, peu importe, au niveau du vécu, du parcours, là, au niveau du soccer, disons, la qualité, qu'est-ce que ça peut t'amener comme anecdote, comme connaissance, comme tout ça, ça n'a pas de prix. Là. Oui, c'est effectivement. Ah ben oui, tout à fait. Donc là, on a parlé d'Arcadio dans le passé. Moi, j'avais parlé d'Arcadio dans le présent. Ouais. Je sais, bon, juste pour la forme, même si tout le monde connaît ce que tu fais, parle-nous un peu de ce que tu fais maintenant. Tu portes tellement de chapeaux que moi, je suis un peu perdu. Donc, parle-nous un peu de tout ce que tu fais, comment ça se passe, avec qui, si jamais tu veux. C'est le moment plug, je pense. C'est Le moment marketing. Voilà. Les chapeaux, j'en porte beaucoup. Des fois, j'aimerais en porter moins, mais qui payent plus. Mais je veux dire, c'est un peu la rançon du travailleur autonome, surtout dans les médias aujourd'hui. La sécurité d'emploi, elle n'existe pas. L'argent n'est pas toujours là. Donc, voilà, c'est pas évident. C'est pas toujours par choix, c'est souvent à défaut d'avoir d'autres options avec des médias traditionnels, ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Je suis parfaitement transparent là-dedans, mais n'empêche que j'adore ce que je fais, la liberté que je peux avoir. Je tire le maximum, justement, du fait que j'ai cette flexibilité-là. Et là, évidemment, bon, à part les matchs de l'Impact au 98.5, ma chronique au Journal Métro, on a lancé un projet récemment qui s'appelle le IMFC Radio, qui est une plateforme, dans le fond, journalistique dédiée à la couverture de l'Impact de Montréal, la MLS aussi, par la bande. Donc, il s'agit d'un podcast hebdomadaire d'à peu près 45-50 minutes, mais aussi des bulletins de nouvelles quotidiens, presque quotidiens, des avant-matchs, des après-matchs, dès qu'il y a une petite nouvelle, parfois des scoops. Donc, voilà, il s'agit de ça. C'est une plateforme payante, c'est sur Patreon. Alors, c'est 5 $ par mois pour s'abonner et avoir accès à tout ça. Ça, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Écoute, c'est drôle parce qu'on parle des médias traditionnels. Vous étiez coutumier du Fiat. Vous faisiez il n'y a pas longtemps un podcast IMFC 98.5. C'est ça. Juste vous deux, IMFC toi et 98.5 Jérémy. avec Philo, mais c'était juste un podcast qu'on faisait hebdomadaire sur une demi-heure sur l'Impact. Mais la relation, elle était là, le discours, la façon de procéder. Tout à fait. Avec Philo, on a une chimie, on a une amitié là, qui est très réelle au-delà du travail. Donc, c'est sûr que c'est facile, mais IMFC Radio, c'est ça. On a amené un petit peu le tout ailleurs et c'est drôle parce que quand je parle des médias traditionnels, tout ça, une fois qu'on a lancé la plateforme, on a vu que ça fonctionnait, tout ça, que ça levait, comme on dit. Là, les gens de la radio viennent nous voir, comment ça se fait, vous ne faites pas ça chez nous, tu sais, puis on le faisait, mais on a décidé de couper, tu sais. Mais parfois, le média traditionnel est parfois un peu en retard sur parce que c'est le projet, on va dire, personnel. Ça arrive souvent, c'est parce que les médias traditionnels ou des grandes compagnies comme ça, c'est des gros paquebots, hein. Donc, au niveau de la réaction, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus rapide. Prend plus de temps que le virage numérique aussi, on sait qu'au Québec, on l'a entrepris il y a très longtemps, mais on est peut-être rendu au milieu de la courbe, là. Ça se passe pas aussi vite que ça devrait. Alors, il y a beaucoup de défis de ce côté-là. Et bon, nous, on profite un petit peu de ce manque à combler, cette craque qu'il y a à quelque part pour tenter d'aller justement combler ce besoin-là. Il y a beaucoup de fans de l'Impact qui veulent de la nouvelle, du hard news, qui veulent être au courant de ce qui se passe avec leur club. C'est normal. Il n'y a pas juste le Canadien dans cette ville. Et je pense que de plus en plus, les médias traditionnels, justement, gagneraient à le comprendre. Mais voilà, c'est ça. On fait un peu ce que vous faites, là, tu sais, je veux dire, on donne aux gens ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils demandent, tu sais. Nous, c'est plus dans la couverture au quotidien, mais si vous y allez dans l'analyse, dans la conversation, alimenter cette conversation-là aussi pour que ça s'imbrique vraiment dans la culture sportive montréalaise, là. Exactement. Nous, notre but, juste en bref, notre but, c'était plus parler des acteurs du foot et du soccer au Québec. Pas seulement
parler nous-mêmes de nos analyses, parler beaucoup de MLS, parce que pour nous, on trouve qu'il y a beaucoup de couverture sur l'Impact, il n'y en a pas assez sur la MLS. Et je trouve que pour pouvoir supporter une équipe, pour moi, selon moi, ma vision des choses et la vision de Mathieu et celle de David aussi, c'est de pouvoir connaître son adversaire avant de pouvoir se juger nous-mêmes. Et pour moi, c'était important de parler de la MLS en général. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Puis c'est quelque chose que les médias sportifs à Montréal font pas assez. Que ce soit au hockey, que ce soit... On est très centré sur nous-mêmes. La couverture du hockey... C'est un peu comme si avec nous et pas les autres, on oublie qu'il y a un adversaire. C'est parce que la couverture du hockey, la conversation autour du hockey, on parle presque pas des autres équipes. Effectivement. On parle de Canadiens à 98% du temps et on néglige un peu ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que si tu ne suis pas un peu ce qui se fait... Dans le fond, le sport en tant que tel, il n'est pas valorisé comme il devrait. Effectivement, il y a même un proverbe en anglais, c'est « Everybody has a story to tell ». En français, ça veut dire que chaque personne a une histoire à raconter et que tu peux apprendre. En fait, la morale de l'histoire, c'est que tu peux apprendre de chaque personne un peu. Puis c'est la même chose quand tu vas dans d'autres clubs, quand tu vas parler de la MLS en général, tu apprends de chaque club. Et puis à un moment, ton club, il est fait de plein de choses que tu as appris autre part en ayant ta propre philosophie à toi. En tout cas, ça, c'est mon avis par rapport à la chose. Donc, parfait. Donc, on a parlé de Arcadio. Donc, ça, c'est notre premier segment. On a parlé d'Arcadio Marcusi. Encore très heureux de t'avoir parmi nous. On va continuer avec le second segment dans quelques secondes. Juste pour parenthèse, par rapport au présent, il y a des trucs très intéressants qui s'en viennent cet été. Je peux pas dévoiler, malheureusement, mais vous l'aurez entendu ici en premier. Et voilà. Okay. Est-ce que rapidement, il y a un chapeau que tu préfères plus que les autres, juste comme ça, vite? Être analyste des matchs de l'Impact, c'est en direct. Hein, c'est un privilège déjà d'avoir cette proximité avec le club, avec l'équipe, de se promener un petit peu partout dans la MLS, de décrire. Moi, la radio, j'ai toujours été un grand amoureux de radio. Je préfère presque écouter des matchs à la radio que les regarder à la télé. C'est sûr que je les regarde à la télé quand je peux, mais je veux dire, l'expérience, c'est pas pareil. Et de pouvoir faire ça, tu sais. C'est comme dans n'importe quel sport, il y a eu des grands commentateurs, des grands analystes qui parlent à la radio comme à la télé. Absolument. Quand j'ai grandi. Contribuent à faire vivre. Absolument. Ça fait partie de ce tout. Et quand j'ai grandi en Argentine, la fin de semaine, la radio était toujours allumée en background, puis c'était des matchs de foot qui jouaient. Fait que j'avais un peu cette oreille-là, puis quand j'ai eu la chance de pouvoir débuter comme ça et m'essayer, dans le fond, le 98.5, mon boss Michel Tremblay, je vais toujours être reconnaissant de cette chance-là qu'il m'a donnée parce que je ne l'avais jamais fait. J'avais déjà fait un peu de radio, de la chronique, ainsi de suite, mais de l'analyse en direct, c'était une première. D'ailleurs, mon premier match, ça a été la finale retour de Ligue des Champions contre Club América au Stade Olympique. Toi, tes premières sont toujours... Mes premières sont spectaculaires après. Mais écoute, j'ai débuté, c'était vraiment énervant, mais bon, ça s'est bien passé. Il va falloir suivre le garder, en tout cas. Non, mais là, il va falloir suivre le conseil de Didier Drogba, c'est là, il faut que tu vises plus haut. Toujours. Je pense qu'il faut avoir cette espèce d'attitude un peu de gagneur, tu sais, parce que on n'a pas le choix, surtout qu'on est dans une industrie où il y a une place à prendre. Et je pense que, d'ailleurs, parenthèse par rapport à Kevin Gilmour et l'Impact de Montréal, je pense que Kevin Gilmour a cette mentalité-là pour peut-être faire franchir à l'Impact de Montréal, justement, ce step qui lui manque depuis qu'il est rentré en MLS pour vraiment être là au niveau institutionnel là où il devrait être. Ça fait une bonne transition parce qu'on arrive au deuxième segment. Exactement. Quel l'Impact de Montréal, n'est-ce pas, Adi? Effectivement, mais avant tout, on va prendre une toute petite pause et on va revenir tout de suite avec le second segment sur l'Impact de Montréal, bien évidemment. C'est maintenant le moment du deuxième segment qui porte cette fois sur l'Impact de Montréal. On va parler avec Arcadio, toujours dans le présent, de l'Impact, de ce qui se passe en ce moment. En fait, on va parler des derniers matchs. D'abord, premièrement, le match contre les New York Red Bull, contre toute attente, l'Impact a gagné ce match. Ouais. Et quelques jours plus tard, bien sûr, on va y revenir, défaite à Cincinnati. Mais je veux qu'on parle un peu des Red Bull. C'est quoi, toi, que tu as remarqué dans ce match-là de l'Impact? Parce que ça semble être une récurrence cette saison. Mais au moment où on s'attend à ce que l'Impact se fasse ratiboiser, ils nous arrivent avec une performance et ils rebondissent. D'ailleurs, ils n'ont même pas 2 défaites consécutives cette saison. Et là, c'est déjà une 4e victoire à l'étranger, ce qui égale le plus haut total que l'Impact n'a jamais réussi à atteindre depuis que le club est en MLS. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là contre les Red Bull, où on n'avait jamais gagné en saison régulière d'ailleurs? Ouais, première victoire au Red Bull Arena. Ben, écoute, c'était peut-être pas le match le plus abouti de l'Impact de Montréal, bien qu'ils ont quand même
museler les Red Bulls, qui est une équipe qui est reconnue pour être très dangereuse offensivement, une équipe qui presse beaucoup, qui presse très haut. Et je pense que l'Impact de Montréal a joué un match très intelligent à l'intérieur de leur capacité, parce que c'est un club qui est décimé par les blessures, fatigué aussi. Là, les gens ils disent « Oh, les fatigues, c'est pas une excuse », mais c'est une réalité en ce moment pour l'Impact de Montréal avec laquelle il faut que Rémi Garde négocie. Et l'Impact a été fidèle à l'impact, au bon impact qu'on a vu cette année. Parfois, on voit le moins bon impact, et ça, on pourra en revenir par rapport au match à Cincinnati. Mais ce soir-là, le mercredi, au Red Bull Arena, on a vu le bon impact de Montréal, l'impact organisé. Un impact aussi dans un dispositif différent. Pour la première fois cette saison, on a vu un 5-3-2 ou peut-être un 3-4-3, dépendamment des phases. Mais bon, je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir deux attaquants aussi. Les Red Bulls pressaient très haut, fait que ça permettait d'envoyer des ballons dans le dos des défenseurs. Ouais. Ça a semblé les surprendre d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le penalty que Jackson cause, ça vient aussi de ce type de jeu. Une belle interception de Chaume, belle relance devant. Donc, voilà, l'Impact de Montréal qui a beaucoup plus de flèches, de cordes à son arc que par le passé, est capable de gagner sans Nacho Piatti. Juste ça, c'est déjà comme une victoire en soi, un exploit. Donc, ce club-là, comme je l'ai dit, nous permet de rêver. Les pieds bien ancrés au sol, par exemple. On ne va pas partir en peur. Ça ne sent pas la coupe. Mais cette équipe-là... Tu as pratiquement cité Rémi Garde. Hein? C'est vrai. Les pieds ancrés au sol. Il avait dit, moi, je saute pas trop haut, je garde les pieds au sol. Il faut parce que je pense que cette équipe-là, elle a le bon état d'esprit. C'est une équipe qui a un esprit de corps assez incroyable, assez exemplaire. Et là, les éléments pour réussir, c'est sûr que quand aussi, là, parce que là, ça commence à tarder, mais lorsque Nacho reviendra, je pense que ça va aider grandement, non seulement sur le terrain, mais aussi au niveau du moral, parce que cette équipe commence à être usée un petit peu. Ouais, effectivement, et j'aimerais ajouter, juste si tu me permets, ce que j'ai bien aimé avec l'Impact de Montréal, c'est qu'on a parlé des blessures, mais c'est des résultats qu'on arrive à ramener avec autant de blessés que ça. Parce que oui, on parle de la blessure de Nacho Piatti, mais sur ce match-là, Taider aussi n'était pas là. C'est notre deuxième joueur désigné. C'est des joueurs qui sont d'habitude titulaires sur le terrain et dans le vestiaire qui n'étaient pas là. Absolument. Et qui on arrive quand même à ramener ces joueurs, ces résultats-là. Tandis qu'on voit d'autres équipes. Si on cite par exemple Sporting Kansas City, qui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le dimanche passé, il y avait juste 4 joueurs sur le banc. Ils avaient 10 blessés, puis Kansas City, ça va très très mal. Malgré leur grosse victoire contre l'Impact de Montréal, ça va très très mal. Donc moi, j'aimerais lever mon chapeau non seulement aux joueurs, mais à Rémi Garde et à son staff. Parce qu'ils font un travail extraordinaire que je pense, de ce que j'ai vu, il n'y a pas un seul entraîneur de l'Impact de Montréal depuis que l'Impact de Montréal est en MLS. On n'a pas vu un entraîneur capable d'utiliser autant et aussi bien sa profondeur de banc. C'est vrai, et ça en dit beaucoup sur justement la qualité de ce staff technique. Oui, Rémi Garde, mais aussi tous ses collaborateurs, ses assistants, de Bats jusqu'à Duverne, jusqu'à Vercroute. Je pense que, écoute, en MLS, c'est difficile d'imposer une rigueur tactique parce que c'est une ligue qui ne l'est pas. On est loin de la Serie A, la rigueur, l'organisation, c'est pas une des qualités premières de la MLS. C'est une ligue qui est un petit peu encore un peu... Mais il y a plus de prise de risque en MLS. Oui, absolument. Ça aussi. C'est très direct. C'est une qualité, tout à fait. C'est pas pour amoindrir la MLS, mais l'Impact est capable de, justement, limiter ses faiblesses, justement, en ayant cette rigueur-là, cette organisation-là. Et Rémi Garde, il fait bien, parce que si Rémi Garde avait un alignement comme celui d'Atlanta United, il pourrait jouer aussi la prise de risque et il pourrait se le permettre. Peut-être, oui, tu vas encaisser 2-3 buts, mais tu vas en marquer 5. Comme LA Galaxy, par exemple, qui encaisse 2-3 buts à chaque match. C'est des combats de poids lourds. La défense, elle n'est pas trop là, puis on s'envoie des pains sur la gueule. Puis il y a aussi le fait peut-être que l'ADN, l'Impact a été longtemps axé sur la contre-attaque. C'est même par rapport à des clubs partout dans le monde, c'est impressionnant, les chiffres. Moi, j'hallucinais quand je voyais ça. Et à un moment donné, beaucoup disaient on veut changer un peu l'ADN, mais c'est pas si évident. Je pense que Rémi Garde, en bon pragmatique, ça se fait petit à petit, brique par brique, au fond. C'est un pragmatisme, voilà, c'est du pragmatisme parce qu'il fait avec ce qu'il a. Si Rémi Garde avait un joueur comme Diego Valeri, on pourrait peut-être avoir un jeu qui est plus créatif, qui est plus axé sur la construction offensive, moins que la contre-attaque. Ça fait rêver Piatti Valeri dans la même équipe.
Laisse tomber. J'avoue que ce serait un peu... Faudrait que Nacho lui donne le 10, par exemple. Mais, Par contre, je pense qu'il nous faudrait... mais ça entendrait, non, c'est c'est bien, vrai, je non, mais pense. c'est vrai, mais Valérie porte le 8 à Portland. Ouais, en plus, il porte ouais, le en huit. plus. Mais en plus, je pense qu'il nous faudrait peut-être 3 investisseurs de plus avec Joey Saputo Ouais, aussi, mais, parce que non, mais en fait, faut que c'est Joey 6 Saputo... millions, 6 millions, là. Non, ouais, mais Joey Saputo, écoute, honnêtement, Oui. tu sais, il a ce qu'il faut pour Sûrement. investir s'il décide que ça en vaut la chandelle. Je pense que la MLS est rendue là. On voit de plus en plus, on a Portland qui est allé chercher Fernandez pour je sais pas combien de millions, Atlanta qui se laisse aller le chéquier. Il y a de plus en plus de clubs qui misent sur ce type de talent plus jeune, de qualité internationale, avec haute valeur de revente. Et ça, c'est le marché, surtout dans une ligue où les streams de revenus, comme la MLS, sont parfois limités. On se fie beaucoup sur la billetterie, le match day revenue qu'on appelle, c'est correct. Mais de ce match day revenue-là, il y a 30 % qui s'en va à la MLS. Les droits de télé ne sont pas faramineux. Donc, où tu peux aller Mais ça chercher... va prendre du temps parce qu'il y a la concurrence d'autres sports aux États-Unis, alors il faut lui donner le temps. Il faut lui donner le temps, absolument, mais en attendant, tu peux aller chercher justement, Et voilà, tu peux rentrer dans cette économie du soccer, dans l'économie des transferts, effectivement. investir de l'argent, c'est pas gaspiller, c'est pas dépenser, c'est investir si tu le fais bien. Si tu as une bonne cellule de recrutement, si tu as des bons scouts, tu peux le faire. Et je pense que à l'interne, ça travaille fort pour essayer de convaincre le président Gilmore, le propriétaire Joey Saputo, éventuellement de justement allonger ce type d'argent-là parce que je pense que l'avenir du soccer, ça passe le par là. présent du soccer, il est là. Et l'avenir de la MLS se situe là et l'Impact devra rentrer dans cette économie tôt ou tard. Effectivement, et juste pour ajouter à ton point, je pense que l'Impact de Montréal essaye depuis quelques années à faire ça. Après, malheureusement, ils n'ont pas eu les bons coups. Je sais qu'ils sûr. ont essayé avec plusieurs joueurs. On Ben, voit Jason Vargas, par exemple, qui oui. est quand même, sur papier, était quand même un espoir, le futur, sûr. la future star Mais- de l'équipe nationale chilienne. C'est Et sûr, ça n'a pas marché. mais l'Impact magazine au rayon des aubaines. Ouais. L'Impact J'avoue. magazine J'avoue. pas, tu sais, Atlanta, il va chercher. Tu sais, Miguel Almiron, c'était un des plus beaux espoirs en Argentine, le jeune Mais on Paraguayen. parlait de l'exemple du Sporting. Eux autres, ils vont pas nécessairement faire comme Atlanta, mais ils vont bien recruter quand Ah, même. c'est- ouais, c'est alors, sûr. alors, pour eux, c'est peut-être pas forcément une aubaine, mais on a la cellule de recrutement pour dire on va aller chercher tel Exactement, joueur. dont par exemple ça veut dire qu'il y a une Felipe Gutiérrez. approche. Ouais, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a une approche, qu'il y a un plan, il y a une direction sportive. Ouais, On a l'impression, on a souvent dit à Montréal qu'on a dirigé un peu le club, surtout au moment où on est rentré à MLS. De la même façon que lorsqu'on jouait en deuxième, troisième division, c'est une Absolument. affaire de famille un peu. Ouais, C'est ouais. un peu le même noyau, mais là, à un moment donné, la MLS a connu une progression. MLS On parlait de progresse. 2-0, 3.0. On le nomme comme on veut. Ouais, Mais ouais. c'est comme tu as dit, au lieu d'aller chercher des joueurs retraités, là, on va chercher des joueurs un peu plus jeunes et qui ont une valeur de revente, justement. Tout à fait, tout à fait. Effectivement. Bon, on va passer au prochain match, je pense, de Ouais. l'Impact de Montréal. L'Impact est parti à Cincinnati. C'est drôle parce que quand on s'attend à ce que l'Impact mange une raclée, il gagne. Puis quand on s'attend à ce que l'Impact gagne, il perd. Bon, pour dire franchement, je m'attendais à une certaine réponse de Cincinnati parce qu'on s'entend, il y a le Ouais. fameux choc psychologique après c'est avoir envoyé un entraîneur. Ouais. Les joueurs ont envie de se prouver. Ouais, c'est- on c'est sait un- qu'ils sont là. Puis Un tu afflux rajoutes à ça d'énergie. que l'Impact joue dans moins de 72 heures et on sait que sur le système, avec les blessés, ça finit par les rattraper. Je pense même à un moment donné, les chaussures, au moment du voyage, il y avait des chaussures qui n'étaient pas arrivées à temps, mais- pour l'entraînement. En tout cas, pour l'entraînement, Sur c'est cette pas la étude, première fois qu'ils ont Je des suis sûr qu'il va, il va nous donner des petits Ouais, détails ouais, par non, rapport mais- aux chaussures. Là. On avait l'impression que contre Cincinnati, la configuration d'avant-match, c'est un peu comme la météo, pour reprendre un terme à Louan avec le Cannes Football Club. La météo s'annonçait pas au beau fixe parce que justement, il y avait tous ces éléments-là. Et pourtant, l'Impact n'a pas été déclassé, mais ils ont perdu parce qu'on a senti que l'Impact a embarqué dans le match un peu en retard à cause peut-être de la fatigue et toute cette accumulation-là. Ça leur a pris un peu de temps avant d'être un peu plus dans le match. Puis ils ont commencé à être un peu plus menaçants, mais c'était trop tard après. Ouais, ben, je pense que oui, tu as bien résumé le tout. L'Impact n'a pas fait un bon match, il faut le dire. Là. Oh, C'était clairement pas assez. Oui, Cincinnati avait cet élément de motivation extra autour de Yohan Damen. Une très belle histoire d'ailleurs. Quel Ouais. timing d'avoir pu être Ah, là, oui. d'avoir pu lui parler, d'avoir pu vivre ce moment historique. Alors que bon, un ancien de l'organisation montréalaise, Ouais. un Français de 29 ans seulement, devient le plus jeune coach de l'histoire de la MLS à avoir été à la tête d'un club. Donc ça, c'est magnifique, déjà en partant. Mais pour revenir à l'Impact, voilà, c'était pas assez. Moi, je m'attendais à ce que l'Impact gagne ce match. Pas facilement, mais sans trop de difficultés. Et finalement, Cincinnati a prouvé, très opportuniste, il faut le dire. Là. Ils ont tiré 2 fois, ont marqué 2 buts. Ben, 2 fois, 2 tirs cadrés. 2 buts. L'Impact de Montréal a joué un peu de malchance, un petit peu comme contre
si je me souviens bien, New York City, alors qu'on avait accordé des buts dans des très mauvais moments du match. Mais ça revient un petit peu à... C'est peut-être une chose à corriger, c'est peut-être Ah, au niveau tout à fait. de la carburation dans les premières minutes. Parce que dès que l'impact est bien en salle, après, là, l'adversaire trouve que c'est de plus en plus C'est vrai. difficile à approcher du but. C'est Mais vrai. les 5 premières minutes, là, on sent que ça a du mal à démarrer, c'est pas là. tout à fait. Ben, Oh, oui, écoute, c'est un petit truc là, à même- embrayage. qu'il faut Même corriger. si l'Impact n'a pas fait un bon match, je pense qu'il méritait de sortir de là avec un point. Ce but sur hors-jeu qui n'existait pas, on va pas s'attarder là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Twitter qui sont amenés dans l'entente. Mais justement, avec Doug raison. Garber aujourd'hui a admis qu'il y avait une erreur Ouais, arbitrale il a lorsqu'il dit, venait à Montréal. écoute, il a dit, je comprends l'entraîneur frustration, montréalais et j'ai tendance à être d'accord avec lui que bon, et ça a été le mauvais appel. Mais bon, écoute, c'était millimétrique, mais moi, c'est ça que je comprends pas en fait. C'est comment un juge de ligne à vitesse réelle va lever le fanion alors que justement, c'est aussi serré. À un moment donné, il faut se poser la question. Après, quand la VAR, peut pas. S'il n'y a pas. Disons, si tu n'es pas certain, hors de tout doute, que c'est le mauvais appel, tu peux pas le renverser l'appel. Exactement, juste pour préciser Ça, c'est la règle. aux spectateurs. Mais c'est en ça. même temps, les règlements, il faut savoir les utiliser avec un minimum de Effectivement. discernement. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Et- Et si l'arbitre Tout à fait. vidéo il dit, écoute, il n'est pas hors-jeu, ou tu sais, je suis vraiment pas certain qu'il est hors-jeu, le but il devrait être bon. Le but Exactement. il devrait être bon. Et c'est là que, sinon, on va remplacer tous les arbitres par des robots. Mais tu as complètement raison. Et Puis c'est ça, et c'est ça que c'est là j'aimerais que mentionner. l'humain doit rentrer. C'est là que le bon sens doit rentrer. Et moi, c'est ça que je déplore par rapport. Parce qu'il y a eu c'est un enchaînement de 3 mauvaises décisions ou de Ouais. 3 erreurs. Ouais. Premièrement, le juge de touche qui lève son fanion. Ouais. Deuxièmement, le VAR qui, en 45 secondes, pas plus, hein, ils se sont pas éternisés à regarder. Ils ont dit non, c'est bon, on laisse faire. Et on n'est pas proposé, ou je ne sais pas si on l'a proposé ou pas, mais le juge L'arbitre central, l'arbitre central. central n'est pas allé voir la séquence lui-même. Donc, si on veut avoir cette technologie-là, utilisons-la bien. Mais exactement, Utilisons-la je comme suis il faut. d'accord avec toi et j'aimerais mentionner juste parce que la VAR a été mise en place et ça a été mis quand la FIFA a décidé d'octroyer ce gadget aux arbitres. La règle était très claire. Ouais. On passe en premier le beau jeu. On passe en premier les Bien buts. sûr. On donne priorité à tout ça. C'est le Et- gros bon sens. Exactement. Et ce qui avait été averti au juge de touche, c'est si Laisse jamais jouer. vous n'êtes pas sûr, Laisse jouer. appelez pas appelez pas leur jeu. Mais c'est ça qui dérange. Après coup, si jamais vous avez 100% tort, la VAR va pouvoir. Et là, c'est pas ça qui a été fait. Parce que si jamais l'arbitre n'avait pas levé le drapeau, même si Lovitz était mathématiquement et au centimètre près, même s'il était hors jeu, je pense que ça aurait jamais été retourné. Non, mais non. Et même il n'y a aucun supporter de Cincinnati qui aurait dit Mais quoi non, que ce soit si jamais le but absolument avait été pas. Ah, puis accordé. même que bon, il y a un compte là, qui s'occupe de faire des infographies. Ouais, je l'ai là. vu, ouais, je l'ai vu aujourd'hui, là. On a prouvé hors de tout doute qu'il n'était pas hors jeu. Mais donc, peut-être un dernier commentaire sur la VAR. Moi, je me souviens quand on a implanté cette technologie-là dans les autres sports, notamment les sports nord-américains, la première année, il y avait eu des complications à peu près similaires à propos de l'application des règlements. Les arbitres Ça apprennent prend à du temps, maîtriser ça prend l'outil. du temps. Alors, il y a un caractère d'ajustement. Et je pense qu'à un Tout à moment fait. donné, probablement, et le fait que si Doug Garber a dit aujourd'hui que la décision n'a pas été rendue, il va probablement avoir des ajustements. Et les futurs arbitres, eux, quand ils vont avoir leur formation, il va y avoir la VAR inclus là-dedans. Ça va, à un moment donné, ils vont assimiler l'outil. Mais- Les règlements aussi vont être ben, il probablement faut que le plus, règlement change, en fait, parce que Oui, il y a aussi des... le effectivement, règlement là. du VAR, c'est qui dit, tu sais, si la décision, tu n'es pas sûr hors de Oui, tout tout à doute, fait, tout à fait. tu peux la changer. Il faut qu'elle reste sur le terrain. C'est la même sur le terrain, ça n'a pas de sens. Et Non, je suis d'accord. je pense que le fait que le juge de touche lève son fanion comme ça, c'est très symptomatique de l'arbitrage MLS où on est très, très interventionniste. L'arbitre se met à l'avant-plan et prend des décisions qu'il ne devrait prendre. Un bon arbitre, je l'ai dit l'autre jour sur notre show, un ça bon arbitre, qu'il c'est comme comprend pas. un bon serveur au restaurant. Ouais. Tu le vois pas, tu sais, il vient, il te sert, puis à la fin, tu lui donnes un bon pourboire, tu te dis merci beaucoup, j'ai passé une excellente soirée. L'arbitre, là, il est au service du jeu. Ouais. Il n'est pas là pour faire la police, pour faire aller son carnet de doigts. Faut qu'il Il n'est se pas là serve pour protéger son emploi non plus. Non, voilà, donc, s'il se sent je- menacé par... Je trouve que c'est dommage en MLS parce que les arbitres prennent trop de place, on en parle beaucoup trop et ça nuit à la Ligue et ça nuit aussi à la réputation des officiels Ouais, tout à fait. qui, pour la plupart, travaillent très fort et plutôt bien. Effectivement.
Là, on va revenir à un autre sujet que l'arbitrage. On vient de parler des blessures là, des joueurs de l'Impact. Est-ce qu'on a une mise à jour là, sur ce qui se passe, le Piatti, Bahia, puis les joueurs qui sont un peu sur le carreau ou qui ont des bobos à soigner? Là? Où est-ce qu'on en est? Ben en écoute, ce moment? l'Impact a Est-ce eu que- congé aujourd'hui, donc on n'a pas eu de nouveautés de ce côté-là. Par rapport à Nacho, moi, ce que j'ai pu apprendre de mon côté au cours des derniers jours, c'est que le club n'est pas toujours certain de vraiment du mal qu'il afflige. Là. Ça ne change pas un peu de ce qu'on savait déjà. C'est toujours il y a une certaine inflammation, on se pose des questions. Alors, voilà. Donc, ça a pas encore, la blessure n'a pas encore été identifiée à 100%. Ben, là. c'est un étirement ligamentaire, tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est l'inflammation qui ne part pas. C'est peut-être des complications qui éventuellement pourraient requérir une intervention, une arthroscopie. chirurgie ou quelque chose? Voilà. ok. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération dans le cas de Nacho. On n'en est pas là, ça c'est certain. Là. Je ne veux pas que les gens commencent à se pitcher en bas du pont Jacques-Cartier. Là, mais Ouais, non, tu sais, on comprend ça. mais c'est une possibilité parce que là, ça s'étire. Ça fait 10 matchs qui manquent, là, Nacho. Là. Ouais, là, ça fait 10 matchs. C'est beaucoup. Et malheureusement, on n'a pas encore mis le doigt sur le bobo à 100%. Donc voilà. Ouais, puis je suis sûr qu'il trépigne, lui, le premier, Ah, ben oui, ben de oui. retourner sur le terrain, surtout quand tu vois l'équipe gagner puis qu'il aimerait sûr. certainement contribuer. Absolument. Ben écoute, on se croise les doigts en espérant le voir le plus rapidement possible sur le terrain. Ouais, c'est ça. Donc, parfait. Donc, juste une dernière chose avant de conclure. Bon, l'Impact, maintenant, va recevoir le Révolution de la Nouvelle-Angleterre samedi qui arrive. Et eux aussi C'est ont un changé match- d'entraîneur. Eux aussi, Ouais. ils ont changé d'entraîneur et ils ont fait un très bon match lors de leur dernier match où ils se sont imposés 3-0. L'adversaire m'échappe maintenant, mais ils se sont c'était- imposés 3-0, je pense, aussi, contre. En tout cas, je ne me rappelle plus là. Mais bon, bref, ils ont pour une équipe qui était complètement dans le champ depuis le début de l'année, une bonne victoire 3-0 avec Carles Gil qui continue Ouais, à faire ouais, une très ouais, bonne il est très saison. bon. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Je veux pas que le monde s'enflamme. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas perdu 2 matchs de suite depuis une éternité. Ouais. Mais il faut faire attention à cette équipe Ah, de la Nouvelle-Angleterre. En MLS, tu fais attention à tous les matchs. N'importe quel jour, n'importe quelle semaine, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Ça, c'est la règle d'or en MLS. Oui, il y a des meilleures équipes que d'autres sur papier, mais dans le cours du jeu, tout peut arriver. Et oui, il va falloir faire gaffe. C'est un match piège un peu. Mais l'Impact de Montréal, écoute, ne devrait avoir aucune excuse d'échapper ce match-là, surtout à domicile. Devrait être capable, être en mesure de dicter le ton du match et de faire la loi chez eux, chose qu'ils n'ont pas su faire face à New York City. Donc, il y a un peu de fierté qui doit rentrer là-dedans. Je pense que Rémi Garde va s'occuper de bien préparer ses hommes. Au niveau tactique, bien sûr, comme il fait d'habitude, mais aussi au niveau psychologique, d'aller chercher cette gang, justement, qui a peut-être manqué à domicile au cours du dernier match et aussi à Cincinnati. Tu sais, je sais que la fatigue, c'est une réalité et je sais que pour beaucoup de gens, il y a des gens, des commentaires qui reviennent souvent sur Twitter, comme quoi c'est pas une excuse. Tu sais, les gens n'acceptent pas le fait fatigue. Malheureusement, c'est une réalité. C'est des êtres humains. C'est une réalité. C'est des Oui, êtres vrai humains que à la fin, man. c'est pas la seule équipe qui a des blessés, c'est pas la seule équipe qui a des joueurs, un horaire compliqué, mais ça reste que le début de saison de l'Impact de Montréal est assez particulier avec bon. Et pourtant, on a le sentiment que l'équipe n'est pas encore arrivée au bout de son potentiel. Non, exactement. Et on connaît également la préparation de Robert Duverne. Je suis persuadé qu'en fin de Ouais. saison, il va avoir encore ça de aide. l'essence dans le réservoir. Ça aide à passer au travers ce qu'ils vivent là, ça c'est certain. On est en droit d'espérer, comme on disait, que Nacho revienne plus tôt que tard, là, mais face à New England, il faut... Croise les doigts, c'est croisons toi. les doigts. Ouais, croisons les doigts. Et c'est comme ça qu'on va conclure notre second segment sur l'impact. Les doigts croisés. Oui, Les doigts croisés. les doigts croisés. Les, On va- les deux mains, les orteils, Les c'est orteils, croisé tout. partout, tout est croisé. là. C'est comme ça qu'on va terminer le segment sur IMFC, l'Impact de Montréal. Mais ne bougez pas, on revient dans quelques instants. Et voilà pour le dernier segment des Renards du Soccer. On a décidé de faire, on aime faire ça, on aime participer, on aime s'amuser et on aime aussi un peu pousser La nos compétition. invités un peu dans le coin et les tester un peu. Non, en tout cas, bref, c'est juste, juste pour s'amuser en fait. Donc on a fait un quiz, bien évidemment, juste pour mettre au courant les spectateurs. Mathieu ne connaît pas mes questions, ne connaît Ok. pas les réponses à mes questions et vice-versa. Donc, c'est ce qui veut dire que quand Mathieu pose une question,
je joue avec toi. Ok, et good, puis quand good. moi je pose une question, Mathieu joue avec toi. Parfait. Donc je vais commencer, parce que je suis cool. Et je vais juste te dire, toutes mes questions sont simples. Simples, entre guillemets, parce que j'ai pris pour thème l'Argentine. Ok. Donc, En fait, tous les deux, on a pris pour thème l'Argentine. Ah on a ouais, la ok. même idée, mais Good. c'est pas les mêmes t'as questions. vu, je savais pas. Parfait, excellent. Donc, parce qu'on s'est dit, ça vaut la peine. Et bien évidemment, Ça, c'est des- on parle de... On veut profiter du fait qu'on a un go show avec nous. Des plans pour me faire enlever ma citoyenneté argentine. Ils vont venir me chercher. Mais attends, Ah ben là, il y a une petite particularité par contre. On est au renard du soccer. On ira texter Donc ça veut Coppola. dire qu'on parle MLS puis Impact de Montréal seulement. Ouf, Donc ok. on va pas aller parler de Lionel Messi. OK. ça serait Désolé. trop facile. Ce serait trop simple. OK. On parlera pas de Coppola non plus. On commence par la première question. Américain aux racines argentines. J'ai représenté Team USA à 65 reprises. Milieu défensif qui a remporté 3 Gold Cup. Je suis capable d'évoluer en tant que défenseur central ou en tant que latéral gauche. Après coup, après ma retraite, j'ai entraîné les Rapids du Colorado de 2014 à 2017, les menant en finale de conférence en 2016. Qui suis-je? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est récent quand même, c'est récent, Ouais, 2014 tout à fait, 2017. tout à fait. Tu donnes ta langue au chat? Au renard. Tu donnes ta langue au renard. Moi aussi, j'arrive pas à Pas trouver. Claudio Reina? Non. 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 C'est Pablo Mastroeni. Mastroeni. Voilà. Tu vois, je me souviens même pas de ce joueur-là. Ben, comme coach, je m'en Comme coach, souviens. quand même, il a été Oui, bon. oui. Très mauvais. Alors, c'est à mon tour. Non, il a été bon en Non, 2016. moi, très Ok. mauvais. Alors, vous savez tous, à ce que je sache, que Tata Martino a remporté le titre d'entraîneur de l'année. C'est un entraîneur argentin, mais on va pas le répéter ici. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'a pas été le premier entraîneur argentin à venir en MLS. Il y en a eu un avant lui. Est-ce que vous pouvez me dire qui était-ce? Qui fut, avant Tata Martino, qui était le deuxième, et avant Almeida cette année, Schelotto. Ouais, Barros ça- Schelotto, ouais. Alors, il y en a eu un qui est venu et qui était aussi un ancien joueur. Je pense pas qu'il a entraîné en MLS, celui que je pense. Il a entraîné à MLS. Je vais vous donner un indice. Il a entraîné pour une équipe qui n'existe plus. Chivas? Non, pas Non, Chivas. ben, ça doit être sûrement Tampa Bay. Ouais, Mutiny peut-être une des ou, Clash des vieilles ou- équipes. En fait, c'est une équipe qui n'existe plus, mais dont la ville va revenir prochainement. Oh! La ville qui va revenir prochainement. San Antonio? Peut-être revenir prochainement. Non, c'est confirmé qu'elle va C'est revenir. confirmé. C'est confirmé. Donc ceux qui sont confirmés, c'est Austin, où il n'y avait pas de club Miami. MLS, Ben, et Nashville ah, et Miami. 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 Donc ça doit être Miami. Il a coaché, voilà, le Fusion de Miami. Argentin. Et c'est un Argentin. Non. Non, non. Vas-y, Non, vas-y. non, non, J'étais là, comme tu- super content. Non, non, let's non. go. Là, tu es italien, puis je me trompe parce qu'il y a beaucoup d'Italiens en Argentine, bien évidemment. Puis je sais Qui que. a entraîné? Non, Alors, non, vous donnez votre langue au chef Ouais, aussi. ouais. Alors, il s'agit de Carlos Cordoba. non, je connais pas. C'est un ancien joueur et qui est devenu entraîneur. Et Ok. d'ailleurs, il entraîne encore actuellement. Il entraîne à la NPSL, le Ok. Milwaukee Torrent. Ah, ok. Wow. Cool. Donc, il Un est resté aux États-Unis. un journeyman's Non, non. coaching. Ouais, Ah, ouais, exactement. mais un peu comme toi, il a fait toute sa vie Ben ici ouais. depuis qu'il a entraîné Ben, à Miami, le Fusion de Miami Je dirais pas non. dans les années. Je pense pas que c'est Ben très là, maintenant que compliqué c'est de dire non, Beckham, là. c'était... Ouais, ouais. Surtout avec la troisième ouais. langue officielle. Ben, à beaucoup Miami, d'Argentins à Miami. Là. La Belle troisième langue communauté. officielle, l'espagnol en Miami. Ben, en fait, la troisième Ça langue aide. officielle, c'est devenu l'anglais, je pense. L'anglais, ouais. Bref, on passe au prochain. Qui suis-je? International espoir argentin des moins de 17 ans. J'ai débuté ma carrière professionnelle avec Boca Juniors avant de rejoindre le FC Bâle en Suisse, puis Catania en Italie. Arrivé en 2015 à Columbus, j'impressionne en défense centrale, puis je me blesse pendant 2 ans avant de revenir en forme en 2019. Qui suis-je? Je joue maintenant. Tu as dit la position du joueur? Oui, défenseur central. Gaston de Saoula? Toro. Il l'a eu avant toi. Je t'ai dit, il y en a des simples. Il y en a des simples. Ouais, ouais, c'est bon.
Gaston Saurus Rex. Je l'adore. Je Ah l'adore, ouais, ce quel joueur-là. joueur. Moi, c'est le genre de joueur que j'aurais peut-être vu à Montréal avant que Rémi Garde arrive et qu'il nous amène des Diallo et des Fanny de la grande qualité. Mais ouais, c'est tout un joueur. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Quand le physique tient, c'est de la grande qualité. Ouais, effectivement. Il a été très bon cette année. Je pense qu'en plus, il marque. Ouais, il a marqué non, il est 3-4 bon. buts déjà Il est cette bon à la année, si je me relance, trompe pas. il est bon de la tête aussi. Ouais. Il est 6 pieds 6. Ouais, Il est énorme. J'ai aussi une question un petit peu plus simple. Arcadio, tu n'es pas sans savoir que l'Argentine est le pays étranger qui est le plus représenté en MLS. Ouais. Il y en a actuellement 29. Sur ces 29, 5 ont déjà été sélectionnés en équipe nationale. Sauf que pour 4 d'entre eux, ça remonte peut-être à 1, 2, 3 sélections. Ouais. Mais il y en a un qui en a 16. Et c'est un nouveau venu cette année. Qui est-ce? Pity Martinez. Non. Ah non, c'est Pity, vrai, non, il n'y en a eu pas 16. C'est sélections. vrai, t'as raison. Il n'y en a pas 16. Ok, attends. Laisse-moi me Il a reprendre. 16 Il sélections a 16 sélections. C'est lui qui en a le plus des 5. et il joue encore. Non, mais en fait, il est arrivé cette année. Oh, C'est un des il est gros arrivé premiers. cette année. Nico Gaëtan. Voilà. Ouais, ben oui. Bravo! Ouais, logique, Tu vois, j'avais logique, dit que c'était logique, facile. logique. Nico Ouais, Gaëtan. plus, Pity, il Pity, commence- il il commence monte en sélection. Là. Il y a eu 2-3 sélections, je pense. Mais en Gaëtan fait, non, commence non, en fait, à il y en a eu 16, il a apprendre. commencé, effectivement. Mais les autres en ont pitié, Ouais. c'est ça, 2, 3. Ouais, c'est ça, comme Pity Voilà. Martinez. hein. Puis Gaëtan commence à prendre du galon maintenant. Ouais, Les deux tranquillement. derniers matchs, il a été Ça bon va avec Chicago. là. Physiquement, il faut qu'il suive la parade un peu là, dans le contexte physique de la MLS, mais je pense qu'il va bien Ouais, je pense s'adapter. qu'il va y arriver. Ouais. On passe au prochain. Attaquant argentin. Ça, j'espère que tu vas le savoir. Sinon, vraiment. Ça, c'est Vraiment. Je suis comme sinon- l'impact. Ou sinon, il y a un Si je problème. devrais le savoir, là. je ne l'aurais pas. Non, sinon, il y a un problème. Tu dois le savoir et je suis sûr que tu vas le savoir. Qui suis-je? Attaquant argentin formé au Racing Club. Je m'illustre avec mon club formateur en 95-96, inscrivant 17 buts en 35 matchs en première division. Mes performances poussent le club espagnol de Valencia à me recruter et je leur rends la monnaie de leurs pièces en marquant plusieurs buts durant mes 4 années au club. Je suis ensuite transféré à la Lazio où je joue 4 ans avant d'aller au Mexique jouer pour le club américain. À la fin de ma carrière, je rejoins les Wizards de Kansas City. Puis je finis ma carrière aux Rapids de Colorado en remportant la Coupe MLS en 2010 à l'âge de 36 ans. International argentin 55 fois. Et je trouve le fond des filets à 10 reprises. Et je participe aux Coupes du Monde 98 et 2002. Qui suis-je? Pense Valencia. Claudio Lopez. Bravo. Mathieu. Mathieu. Piojo Lopez. Bravo. Ouais, et job. Excellent. pour la petite vient de histoire, et Cordoba. pour la petite histoire, Claudio Lopez. Ah, tu l'avais dans c'était Oui, mais veux-tu savoir c'était quoi Ah, ma le salaud, question? ouais. Veux-tu savoir c'était quoi la question que je voulais poser? Quoi? Par rapport- il se trouve que c'est le deuxième Argentin à signer comme joueur désigné 2 mois après Marcos Gallardo. Ah, ok, non, Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo, pardon. Qui a fait C'est ça. Qui est excellent en tant qu'entraîneur Ah ouais. maintenant. Excellent. Il est demandé partout en Europe, en tout cas. Bon, mais là, dans ce cas-là, j'en ai une facile Piojo pour Lopez. lui. J'en ai une facile pour lui. L'an dernier, le site officiel de la MLS avait établi sa liste des 5 meilleurs joueurs argentins qui ont évolué dans la MLS. Là, on parle de joueurs qui ne sont pas forcément actifs. Ouais. D'après le site, qui a terminé au premier rang? Un indice, il a joué pour le Columbus Crew. Schelotto. Guillermo Barros C'est lui qui l'a eu. Oui, Schelotto. 33 Allez buts, vite, 40... allez vite. ouais. Allez vite. Mais c'était rapide, mais c'était facile. 33 buts, 41 passes décisives en 102 matchs, donc 96 départs avec le excellent club et joueur. un titre Ah ouais. en 2008. Quel Et excellent un bon joueur. entraîneur aussi. Très bonne idée d'aller le chercher. Donc là, on passe au côté Impact de Montréal. Ouais. Toujours dans les joueurs argentins, parce qu'on reste dans le même thème. Donc, on va commencer par la plus difficile. Milieu offensif argentin formé à San Lorenzo, je rejoins l'Impact de Montréal en 2006 où je joue jusqu'en 2011, juste avant l'entrée en MLS. Auteur de 11 buts et 24 décisifs durant son temps à Montréal, il a son nom sur le mur de la renommée au Stade Saputo et continue sa carrière en date d'aujourd'hui. Il est encore actif. Leoni Lorenzo. Bravo. C'était facile. Bravo. Voilà, tu l'as eu. Je m'incline. Bravo. Puis d'ailleurs, c'est bien, on va faire un lien avec la question que je voulais poser. Leonardo Di Lorenzo a précédé Ignacio Piatti à titre de joueur de l'année, le trophée Saputo, de joueur de l'année pour l'Impact en 2007. L'année d'avant, en 2006, un autre Argentin avait remporté, et c'était le premier Argentin à avoir remporté le trophée Saputo pour l'Impact,
Qui était-ce? Vincello. Vincello? Ouais, il a été plus vite. Maurizio Vincello. Mais je l'avais pas, Et celle-là. attention, Non, mais- attention, on ne parle pas de l'avatar, là. Le vrai Pas du Vincello. faux, parle pas du vrai. du faux. Le Vincello Un des argentin. meilleurs arrière-gauche que l'Impact n'a jamais eu. Ouais. On a mis du temps avant d'en trouver un, hein, en passant. Ouais, je pense qu'Oyongo maintenant a quand même assez moins adieu. Après, ouais, mais après. Ouais, après, bien après. Bref, international argentin, je dispute mon seul match international face au Panama en 2009. Formé à Newell's, je joue pendant 3 ans à Almeria en Espagne. Bernardello. Nice. Je me suis dit, je vais pas donner les trucs non. Bien eu. El Cabezón. Bernardello, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont hâte de le revoir jouer avec l'Impact. Ouais, non, je pense pas. Non. Pourtant, mal aimé, mais. Not. OK, question rapide comme ça, on va voir qui est le plus vite. À combien de buts, ou on va le dire autrement, combien de buts doit marquer Ignacio Piatti pour battre le record de Mauro Biello? 17. Non. As-tu un chiffre? Non. 3. Ah ouais? Il est à 3 buts de proche battre que ça. le record de Oh, Mauro wow. Biello. Reviens vite. Mauro Biello a Reviens vite, 77 Nacho. buts et Piatti en a 75. Donc Ah, 3 c'est buts bon. et il bat le record. Et il va le faire en moitié moins de match. Cool. On passe au prochain, et moi, c'est ma dernière question, aussi toujours sur l'Impact. Considéré pendant longtemps comme un futur crack du soccer mondial, je suis passé par les centres de formation de San Lorenzo et du Real Madrid. Ontivero. Lucas Ontivero. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas au courant, mais il est passé par le Ouais, Real ouais. Madrid. Mais Ontivero, c'était un de plusieurs qu'on a étiqueté le futur Messi. Ouais. Et à chaque fois qu'on fait ça, malheureusement, à de pauvres enfants. Il s'est pas C'est remis, comme les- il s'est pas remis du poteau c'est à comme son les futurs premier Zidane. match, il Ben, les fait futurs ça. Zidane, Mais comme les futurs Zidane, vous les savez qui futurs était- Ronaldo, les futurs ci, les futurs ça, faut arrêter de faire ça. Ouais. Et ça, les médias ont une grande part de responsabilité, là, si c'est pas la majorité. Donc, Alors, ouais. Ben, j'espère que ça ne va pas se passer dans tous les sports, parce que Félix Auger-Aliassime au tennis Ouais, on a dit a que c'était été le prochain occupé. Mbappé. Mais sinon, À on l'a l'équipe, ils ont comparé- dit prochain Mbappé. donc- Mais on l'a comparé à un autre sport. Ok, c'est correct. Hein? C'est cool, tu sais. Si t'as un enfant, puis tu sais, il est bon au foot, tu dis c'est le prochain Gretzky du foot. Ouais, Tu vas être correct. Ça, c'est correct. Juste pour ajouter quelque chose pour notre cher ami Ontivero, il joue maintenant, juste pour que les gens sachent, il joue maintenant en Malaisie, Malaisie, ouais. au club de Johor, qui est premier du championnat malaisien. Donc, ça On va va faire plutôt un bien. Harry Novillo de lui-même. Ça va plutôt bien. Mais bon, moi, Attends, je vais en faire 2 rapides, on va voir Let's si go. vous êtes bon. Bring it on. Depuis 1993, l'Impact, on a eu des Argentins. Est-ce que vous pouvez me dire combien, jusqu'à nos jours, incluant ceux qui jouent maintenant? Depuis 93? Depuis 93. Non. Non, nommez un chiffre, le plus proche gagne. On Moi, va je te dire. dirais. 12, moi. Toi, il a dit 12, toi, tu renchéris, tu renchéris Ah, pas? je te dis 17. Alors, lui était plus proche, c'est 13. Il y en a eu 13. Mais au moins, vous avez quand Je même pense qu'on a assez bien vérifié évalué. la même page Wikipédia. Il y a un problème parce que Jason Vargas, ils l'ont mis argentin et Ah, les non. Chiliens. Non. Moi, je me suis fié à un document officiel d'Impact ok. à l'époque où j'étais journaliste avec d'autres sources. Parce que moi, Il y en a j'avais bel et bien 13 quand 13. j'avais vérifié avant. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas argentins, mais qui ont été recrutés en Argentine, comme Ben, Vargas, comme Silva. Ben, c'est un peu Exactement. comme Kaku Gamara. Ouais, Dans son Kaku. article sur l'Argentine, Ben, il mentionne, mais il est en fait international paraguayen, même Ouais, s'il est né en il est Argentine. né en Argentine, Ouais, mais effectivement. international paraguayen. Ouais. Puis dernière question rapide, mais celle-là, c'est juste pour informer un peu. On a parlé de Diego Valeri tantôt. Quel événement dramatique avait incité justement Diego Valeri à quitter l'Argentine pour venir jouer en MLS? C'était un enlèvement, Non, mais un kidnapping ou un vol. Ah! Un vol à main. Un vol à main. Un vol à main armée, voilà. Je savais Lui et pas, sa mais- famille. Ça mais, doit être genre- Good job, Alain. On l'a vu à deux, celle-là. non, Ouais, mais, je sais. Moi, mais c'est à l'époque où il un jouait pour la demi-point Nice, chacun, là. puisque c'est là où il est né et ils étaient en voiture avec sa femme et sa fille et ils ont été victimes d'un vol à main armée. J'ai une question Et pour ça toi. l'a incité à venir jouer à l'étranger. Je sais que tu es espagnol et tu parles espagnol et que c'est vrai que tu es né en Argentine et puis tu as vécu là-bas. Mais est-ce que maintenant que tu connais bien la langue française, est-ce que tu as du mal à dire l'anus? Non, pas vraiment parce que. Non, vraiment pas parce que pour moi, c'est l'anus déjà en partant. Puis bon. Mais c'est quand même je- bizarre quand tu parles en français. Ouais, je peux concevoir que pour les gens c'est étrange, mais pour moi, Non. il n'y a pas Ok. de Moi, lien. Là. et moi, j'ai une dernière question, mais c'est vraiment une curiosité qui me tiraille beaucoup. En Amérique du Sud, il y a beaucoup de pays qui ont leur propre identité de jeu, le Brésil, le Paraguay, Ouais. la Colombie. Mais en Argentine, on dirait qu'il y a comme une lutte entre deux philosophies. Il y a soit celle qu'on dit Menotis, de Ouais. l'entraîneur Menotti, et Ouais. celle de Bilardo, qu'on Bilardo. dit le Le Bilardiste. pragmatique. Ouais, c'est
c'est un peu... Par rapport aux deux Coupes du Monde, justement, de l'Argentine, qui ont été Ouais. gagnées de deux façons différentes, et ce clivage-là, il existe encore. Comment ça se fait qu'il y a un clivage entre un jeu peut-être un peu plus pragmatique, défensif, et un jeu plus beau, plus offensif, altruiste. Plus altruiste. Mais c'est en ça. fait, ça résume bien l'Argentine. L'Argentine est un pays de dualité. C'est Boca River, en politique, c'est tout le temps un parti ou l'autre. On est très comme ça, on aime diviser les choses en deux. C'est un peu simplet malheureusement, surtout quand on parle de foot. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime chez Bilardo, beaucoup de choses que j'aime chez Menotti. C'est sûr que je suis plus porté à aimer un jeu plus altruiste qu'un jeu plus conservateur. Mais en même temps... Écoutez tes commentaires, effectivement. C'est sûr. Tu sais, moi, je suis plus Barça que Mourinho. Tu sais. Je suis plus Guardiola que Mourinho. Disons, Oui. si on va justement, encore une fois, garder les choses très simples, n'empêche qu'il y a beaucoup de choses que j'admire et j'adore chez Mourinho, le bien Special évidemment. Oui, One. bien sûr. Ouais. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est toujours mettre des étiquettes puis de dire, moi j'adhère à ça, puis j'emmerde tout le reste. On devient des fanboys un peu très vite. Ça, c'est la même chose avec Messi, avec Ronaldo. Donc, c'est vrai que ça existe en Argentine et moi, je te dirais que l'identité de l'Argentine se retrouve un peu entre les deux. Et c'est de prendre un peu, idéalement, c'est de prendre un petit peu le meilleur des deux, de prendre ces pragmatismes-là. Et d'ailleurs, pragmatisme, quand on parle de Bilardo, c'était un tricheur, là. Tu sais, lui, il a déjà mis du laxatif dans des gourdes de son porteur d'eau, de son soigneur. Dans un match contre le Brésil. Et lorsqu'un joueur argentin il s'est blessé, il y a un joueur brésilien qui est venu lui demander de l'eau. Il lui a filé la gourde avec bourrée de laxatif. Le gars, 5 minutes après, il n'était plus sur le terrain. Non, mais... Je trouve ça super Non, drôle, mais ça, c'est bon. le genre de Mais chambrage. ça donne une idée tu sais, le gars, c'est no matter what it takes, tu sais, pour gagner. Tandis que Menotti, lui, ben, c'était un peu l'école barcelonaise ou, tu sais, l'école de En même temps, l'Ajax de Johan Cruyff. En même temps, le régime en place à l'époque avait aidé un petit peu aussi. Hein. Il y a un arbitre qui a perdu son emploi. Ouais. Non, absolument. Valise. Il y a beaucoup d'histoires plus sombres. Mais tout ça pour dire que je pense que l'idéal du foot argentin se retrouve un peu entre les deux, Oui. avec une certaine perspicacité, une certaine rébellion, mais aussi un penchant pour le beau jeu, le jeu offensif. Et c'est un peu ça qu'on a perdu aussi, d'ailleurs, au cours des dernières années. Un peu trop, malheureusement. Au niveau du projet, de respecter les choses. Mais bon, ça, c'est à l'image du pays aussi, politiquement parlant, socialement parlant. Je pense que l'association de soccer argentine en souffre beaucoup. Il n'y a pas de continuité chez les entraîneurs. On a des entraîneurs de grande qualité, là. On a pu le voir, on le voit partout en Mais Europe. il y a aussi des problèmes à payer les joueurs. C'est pour Ben ça oui, aussi ben- qu'ils s'exportent Mais beaucoup la et qu'il y en plupart a qui des sont joueurs venus ici. argentins en équipe nationale jouent en Europe. Mais Non, ouais. mais ils n'ont pas La besoin d'être plupart. payés. Ce qui arrive, en fait, c'est que souvent, les joueurs doivent débourser, eux, pour acheter de l'équipement, des choses comme ça. Ça te donne une idée, là. C'est la fédération argentine. Ça devrait être une des tops au monde. D'ailleurs, quand ça allait bien, quand il y avait José Pekerman qui était en charge des divisions inférieures, des équipes juvéniles, qui est devenu entraîneur pour la Coupe des Majeures pour la 2006 parce que c'était lui qui avait fait monter tous les gars. Son modèle à lui a été répliqué par la fédération allemande, ce qui a mené au succès de la Coupe du Monde 2014. Mais en Argentine, ça s'est perdu justement, le processus, les projets, on n'en a plus. Et c'est ça qu'il faut retrouver pour que le foot au niveau de l'équipe nationale redore son blason, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu ne crois pas que l'Argentine va gagner la Copa América cet été? C'est pas impossible. Il devrait pas parce qu'aujourd'hui, le foot, c'est collectif, c'est une question de projet. Les bons projets gagnent. C'est pas compliqué. Ça se peut que tu sais, l'Argentine gagne parce que le talent est là. C'est possible. Mais honnêtement, il y a des pays, il y a des fédérations avec il y a beaucoup du moins de niveau, moyens il y a qui du font niveau. très, très bien les Et choses. il y a qui des ont pays qui ont projets. progressé beaucoup plus Ben depuis oui, quelques ben années aussi. Un des pays que je voulais te parler, en fait, et corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que aussi Pekerman a un peu aussi copié Tabarez avec l'Uruguay. Avec l'Uruguay, Qui a ouais. quand même, lui, il est Ben, lui, c'est il a quand l'éminence même- grise il- ouais, ouais. Il a quand Il a même relancé tout la construit sélection, là, de zéro avec l'Uruguay qui était nulle part à ce moment-là. Ouais. Puis il a construit de zéro pour maintenant l'Uruguay qui est l'Uruguay, une force mondiale. L'Uruguay, c'est un cas extrêmement particulier, puis il faut lever notre chapeau à, tu sais, à C'est ce 3 pays. millions d'habitants. C'est puis ils font- incroyable, tu sais, C'est c'est un peu ridicule. l'Islande, mais puissance, tu sais, ils font ça depuis des années, des décennies. Ils ont déjà gagné les Coupes du Monde, là, d'ailleurs, Ouais. mais bon. Au Brésil, ouais, ok. on s'en Ben, fait, il y a 30 et 50, là, 30 et 50, ça fait c'est longtemps. un petit bout, là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que, tu sais, on donnerait certains pays pour dire, moi, j'ai déjà gagné une Coupe du Monde, tu sais. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Même si c'est en 50, tu sais, Canadien de Montréal, tu sais, je veux dire, on parle encore de connaît bien Maurice ça, Richard, là. tu sais, je veux dire. On va pas retourner le couteau dans la plaie.
Mais bon. Non, mais les succès, c'est les succès. Ouais. En tout cas, ben, écoute, Arcadio, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci au grand Mathieu Lemay, encore une fois, d'être à mes côtés. Merci Ouais. encore à City Vision qui On va fait te un souhaiter travail aussi extraordinaire. à notre invité beaucoup de succès encore. Ben, merci, Bien merci évidemment. beaucoup, les gars. Bien la évidemment. carrière, Puis merci aussi à Culture Soccer d'héberger bien évidemment, nos vidéos, nos émissions des Renards du Soccer. Je vous conseille, vous voulez voir les Renards du Soccer, vous pensez qu'il n'y a pas assez de visibilité avec les Renards du Soccer, ben c'est très simple. Allez sur notre chaîne YouTube, Renards du Soccer, abonnez-vous là. Abonnez-vous. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous allez la voir. C'est normal, c'est simple, c'est stupide comme bonjour. Donc faites-le. Et puis c'est ça, ben, on se voit au prochain épisode. Merci encore de nous avoir écoutés. au revoir.